Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on va parler argent avec Pierre-Élie, puisque toi, tu as utilisé le minimalisme pour devenir libre financièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, le minimalisme m'a permis d'accélérer, m'a permis de devenir indépendant de manière très rapide parce que pour certains, ça prend 20 ans et donc c'est trop long. Mais moi, ça m'a pris beaucoup moins que 20 ans. Alors, j'ai grandi dans une famille modeste avec juste ma maman qui nous élevait, moi et mes deux frères, avec son salaire. Et, euh, et donc, ben, j'ai fait des études assez longues avec une voiture qui tombait toujours en panne et un appartement trop petit. Donc, le jour où j'ai eu mon premier salaire, j'ai un peu craqué et j'ai beaucoup dépensé. Donc, j'ai acheté une voiture quasi neuve, devait avoir 5000 km au compteur quand je l'ai acheté, ou 10 000. Enfin, j'ai déménagé d'un appartement que je n'ai pas acheté d'ailleurs, c'est l'erreur que j'ai fait à cette époque-là, mais avec un loyer très élevé, j'ai des produits de luxe presque à chaque repas. En fait, rien de bien. J'ai jamais été trop sur les possessions, donc j'ai pas acheté, à part ma voiture, j'ai pas acheté beaucoup d'objets de luxe ou quoi, mais par contre, je me faisais beaucoup de plaisir, beaucoup de restos, beaucoup de bons repas, quoi. Et à un moment donné, tu t'es dit stop. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté d'être ingénieur au bout de 2 ans parce que le métier ne m'intéressait pas finalement. Et je me suis mis à gagner un peu moins d'argent, mais à dépenser toujours autant. J'avais gardé cette habitude de dépenser. Et donc je me suis retrouvé vraiment dans le rouge. J'avais plus du tout d'argent de côté. En plus, quand j'ai arrêté mon travail d'ingénieur, j'ai tenté une activité. J'ai créé un commerce de vin qui n'a pas fonctionné autant que je voulais. Donc j'avais fait un petit crédit pour ce commerce, donc il fallait que je continue à le rembourser. J'avais toujours un loyer trop élevé et donc je suis parti à l'étranger. C'était en 2016, en avril 2016, je me rappellerai tout le temps. Je suis parti avec des copains en vacances et il y avait une correspondance et en fait quand j'ai raté la correspondance, donc j'ai dû racheter un billet sinon j'étais bloqué et et en fait, le rachat du billet, c'était quasiment le budget que j'avais pour la semaine. J'avais plus d'argent pour terminer le séjour, donc j'ai appelé ma maman, je lui ai dit bon, est-ce que tu pourrais me dépanner parce que là je suis bloqué à l'étranger, j'ai mon billet d'avion pour le retour, mais j'ai pas de quoi m'acheter à manger les 4 jours qui restent. J'avais 30 ans quasiment, je me suis dit c'est pas possible à 30 ans de devoir demander des sous à sa mère, quoi. Il y a un problème, il faut que je change quelque chose, quoi. Donc je suis rentré, et voilà, j'ai regardé mes dépenses en face, en fait, j'ai regardé ma vie en face, je me suis dit, bon là, c'est pas possible de dépenser tout ça. Donc j'ai changé d'appartement, j'ai pris un deuxième boulot pour pouvoir gagner plus d'argent aussi et finir de rembourser les dettes que j'avais à ce moment-là. Au total, en cumulé, je devais avoir à peu près 1 500 € par mois de revenus à cette époque-là. Mais j'avais toujours mon crédit pour la voiture qui me coûtait 350 €. J'avais mon crédit pour le magasin qui me coûtait 450 € et j'avais un loyer de 600 €. Donc globalement, sur les 1500, j'avais déjà tout qui partait avec ça, quoi. Donc en fait, je dépensais de l'argent que je n'avais pas pour manger, pour vivre. Et donc j'ai remboursé en anticipé les deux crédits grâce à mon deuxième boulot. Et donc en fait, à cette époque-là, j'avais un loyer trop cher. Je me suis dit, il faut que je change d'appartement. Et c'est là où j'ai eu un état d'esprit un peu différent de ce qui peut se faire habituellement. C'est que je me suis pas dit, je vais prendre un appartement en location moins cher. Je me suis dit, je vais acheter un appartement pas cher. Et comme ça, je pourrai vivre dans un appartement qui m'appartiendra. La mensualité de crédit me coûtera moins cher que mon loyer actuel. Mais en plus, il sera remboursé, il sera à moi dans quelques années. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé voir la banque. Bon, pardi, avec mes charges et mon faible salaire, c'était compliqué. Bon, moi, naïf comme j'étais, je me suis dit, il n'y a pas de souci, ils vont bien vouloir me prêter. Ça n'a pas fonctionné, hein. Ça n'a pas fonctionné de suite, donc je me suis associé avec ma mère. Alors pareil, c'est une astuce, en fait, je l'ai acheté tout seul, l'appartement. J'ai remboursé, j'ai payé les mensualités tout seul, mais j'ai fait une SCI avec elle où elle avait 10% de départ. Ce qui permettait de rassurer les banquiers. Elle avait un bon salaire, elle n'avait pas d'endettement, très peu, parce qu'elle avait que sa résidence principale, mais je crois qu'elle était payée, elle avait juste un crédit de travaux. Je suis passé d'un loyer de 600 € à un crédit de 450, une mensualité de crédit de 450. Alors à cette époque, je n'y connaissais rien, je n'avais pas compris que j'aurais aussi une taxe foncière à payer et des charges de copropriété. Ce qui fait qu'au final, ça me coûtait quand même dans les 600 € par mois. Mais bon, la différence, c'est que c'était un bien qui m'appartenait. Ça t'a pris combien de temps au final pour entre ce moment-là et le moment où tu as acheté ton deuxième appartement? Parce que toi, en fait, tu es devenu financièrement libre
avec l'immobilier. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi l'immobilier? Parce que il paraît que le marché régresse, c'est compliqué de trouver un bien, il faut de l'argent pour commencer à se lancer et acheter plusieurs appartements. Oui, alors en 2016, les discours étaient un peu différents quand même, parce qu'on a vécu une période 2016-2021, c'était quand même les années où les taux de crédit étaient extrêmement bas, les biens immobiliers pas très chers, on arrivait à trouver des biens très rentables, et donc il y avait quand même une certaine euphorie même autour de l'immobilier. Alors pas trop dans mon entourage parce que mes proches n'y connaissaient rien, mais je regardais un peu sur internet, je cherchais des informations et il y avait les formateurs en immobilier ont fleuri à cette époque-là, quoi. Et en fait moi au début j'ai acheté mon premier appartement en 2016 juste pour y vivre, j'avais pas du tout prévu d'investir. Et mais en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup plus facile d'acheter un bien immobilier que ce que je pensais avant. Le fait d'avoir acheté celui-là, ça m'a mis un pied dans l'immobilier, même si c'était pas du locatif. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas très dur d'acheter un bien immobilier, et en plus, c'est la banque qui finance. Et donc, en fait, ce qui m'a donné le déclic du locatif, c'est que je suis parti en vacances dans les Alpes en été, et j'ai fait des sports de montagne d'été. Et j'ai pris conscience qu'un appartement à la montagne, ben, ça se loue l'hiver, ça, il n'y a aucun doute. En plus, c'était dans les Alpes, donc il y a le ski. Et j'ai pris conscience qu'il y avait aussi des activités l'été, ce qui fait que c'était. Si j'achetais un appartement à la montagne, je pourrais le louer presque toute l'année. En tout cas, il y a au moins deux hautes saisons, quoi. Et donc, j'ai acheté un appartement à 9 heures de route de chez moi, dans les Alpes. Et en fait, agréable surprise, je le loue beaucoup plus cher que ce que l'agence m'avait annoncé. Je fais 3 fois plus de chiffre d'affaires que ce qui était prévu. Parce que les semaines de haute saison, je les loue plus cher que ce que l'agent m'avait annoncé. Et en plus, les 6 mois où il m'a dit, oh, vous l'aurez pas du tout, ben, je loue moins cher, mais je loue. Et donc, je me suis dit, mais attends, si je gagne autant d'argent avec la courte durée, il faut que je fasse pareil avec mon appartement dans lequel je vis. Donc, j'avais une chérie très compréhensive quand même, parce que du coup, je lui ai dit, attends, l'appartement dans lequel on est là, on va le mettre en location aussi. C'est fou ce truc, ça gagne plein d'argent. Et donc, je suis redevenu locataire à cette époque-là, j'ai reloué un bien et j'ai mis les deux biens en location. Et ça a effectivement beaucoup marché aussi le deuxième, alors que c'était pas du tout, enfin, c'était dans ma ville, quoi, c'était dans le Lot, donc pas du tout aussi touristique, mais ça a quand même bien fonctionné. Et du coup, quand j'ai vu comment ça marchait, dès l'année d'après, j'ai racheté un lot de 2 maisons. J'ai racheté deux autres biens. Je me suis dit, là, ça y est, j'ai trouvé un filon, j'y vais. J'y vais. Et donc, j'en ai racheté 2 autres. Et en 2021, un immeuble entier de 4 appartements. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu libre. J'avais au total 8 biens locatifs. 8 biens, non, pardon, 8 biens au total, mais entre-temps, moi, je m'étais remis. J'avais arrêté ma location et j'habitais dans une des 2 maisons que j'avais achetées. Tu es toujours prof de maths là? Je suis toujours pro de maths actuellement. L'immobilier me permettrait en fait de vivre, puisque comme je lis la frugalité et j'ai pas mal investi, j'ai acheté 8 biens en 5 ans. J'en ai acheté un 9e entre temps, mais j'étais déjà libre avec les 8 premiers. Mais en fait, pour faire grossir la boule de neige, j'utilise l'intégralité de ce que me rapporte l'immobilier. Je l'investis en bourse. Je fais travailler les fruits du premier investissement. Et donc, pour vivre au quotidien, je continue à donner des cours. J'ai besoin de 1500 euros par mois pour vivre. Et donc, dès que j'atteins 1500 euros par mois avec mes élèves, je dis stop aux autres. Comme ça, je ne travaille pas trop, j'ai de quoi vivre et l'immobilier me permet de réinvestir en bourse. Donc là, il te faut 1500 euros par mois. Je sais pas, ça me paraît pas beaucoup. Mais est-ce que tu as des. Bah là, actuellement, tu es en couple, mais est-ce que tu as des enfants? Oui. Parce que ça coûte cher les enfants quand même, hein. Pour le business, c'est pas. Oui, ça coûte cher les enfants. J'ai un enfant. Et effectivement, c'est pas beaucoup. En même temps, j'habite pas en Île-de-France, j'habite dans une ville quand même où la vie n'est pas très chère et je suis devenu minimaliste. Donc avec 1500, mais chacun, moi je dépense 1500 euros par mois, ma compagne aussi. Donc au final, on vit très bien. J'ai réaugmenté un peu mon niveau de vie. On vit avec 3000 euros pour 3. Les enfants coûtent cher, oui et non, parce que les 3 premières années de leur vie, il y a des aides. Depuis qu'il a 3 ans, on n'a plus l'aide, mais il est à l'école. Et l'école, bon, il est dans l'école publique, c'est grave.
Donc ça nous coûte cher en activité surtout parce qu'il veut faire plein de trucs et puis on veut pas trop le freiner. On évite de lui acheter des bêtises. J'essaie de lui inculquer un peu ce mode de vie que les choses qui servent à rien on les achète pas tout court. C'est devenu un réflexe même pour moi ce mode de vie. C'est-à-dire que au début je me posais la question vraiment je m'apprête à acheter ça, est-ce que ça va vraiment m'apporter plus de bonheur, est-ce que ça va vraiment m'acheter de la valeur? Et si la réponse était non, je ne l'achetais pas. Je devais me poser la question. Maintenant, c'est devenu automatique et globalement, je n'achète rien. Alors, j'ai un budget loisir, mais voilà, je dépense tout mon budget loisir en expérience, quoi. J'adore faire du sport, je pars en voyage, des choses comme ça. Je fais des restos, j'adore les restos. Et on adore tout ça dans la famille, donc on le fait. Mais voilà, je n'achète aucun objet. Et du coup, mon fils me voit vivre comme ça. Ma chérie qui n'était pas comme ça, elle commence un peu à être comme ça aussi. Enfin voilà, je rayonne un peu autour de moi du coup et toute ma famille a adopté ce mode de vie un peu sans s'en rendre compte. Moi je trouve le plus dur c'est plus les proches qui veulent toujours offrir des trucs à l'enfant. Enfin, à son anniversaire il a 20 cadeaux par exemple quoi. Tout le monde veut absolument lui offrir un truc. Mais il n'y a pas besoin de tout ça quoi. Et le problème c'est que à Noël dernier là, ça vient juste de passer, il a eu des cadeaux chez ma mère, il a eu des cadeaux chez ma belle-mère, il a eu des cadeaux chez mes grands-parents, chez les grands-parents de ma compagne, chez les tontons, à chaque fois qu'on allait quelque part, il avait des cadeaux. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est à un moment donné, ça faisait déjà une semaine que Noël était passé, on va, je sais plus chez qui, chez des amis certainement, il n'y avait pas de cadeau pour lui. Et il dit, mais il n'y a pas de cadeau là. Il avait dit qu'à chaque fois qu'il allait quelque part, il y avait des cadeaux quoi. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Mais là justement, j'ai eu une discussion pas plus tard qu'hier avec ma compagne. On a des cartons qui traînent partout, même dans la maison. On est envahi en fait de choses. On en a trop et même mon fils il joue plus avec tout. Alors le problème c'est que comme elle est aussi assistante maternelle, il faut quand même en garder pour les enfants qu'elle accueille. Mais ouais, il y a trop de choses. Donc j'ai du mal. Alors moi j'ai toujours la frugalité. Mon état d'esprit est respecté parce que je n'achète absolument rien et même encore moins parce qu'on lui offre tellement de trucs que j'achète rien pour lui quoi. On a tellement pris l'habitude dans notre société d'acheter tout le temps qu'en fait on n'y prend plus de plaisir, on le fait par habitude ou pour faire comme le voisin ou quoi. On dépense beaucoup d'argent pour des objets que moi j'ai la grand-mère de ma compagne, ça me fait halluciner. Alors elle a des objets non déballés quoi. Elle a des objets qui sont encore de leur emballage d'origine. C'est pas possible, ça t'a servi à quoi d'acheter ça? Non, j'arrive pas à comprendre quoi. On associe souvent le minimalisme, le frugalisme à la privation et à la frustration. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet, toi qui as passé par tous les états finalement? Ouais, oui, c'est vrai. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça, mais après bon, chacun a sa vision du truc. Peut-être que certains se sentiraient privés de vivre avec mon mode de vie. Et moi qui ai connu les deux, qui ai connu les dépenses superflues et expansives et le frugalisme, clairement, j'ai pas l'impression que ma vie est plus vide ou moins remplie actuellement. Elle est remplie juste d'autres choses, elle est remplie de bonheur beaucoup plus simple. Bon, moi j'adore le sport, donc j'ai des abonnements dans des clubs de sport quand même, donc je dépense de l'argent pour ça. Et après, c'est des balades, c'est lire un livre, c'est ça mes loisirs en fait. Et après, si j'ai les restos. Les restos, on en fait 1 à 2 par mois, donc ça fait notre budget loisir aussi. Avec mon fils, on va à la bibliothèque toutes les semaines, municipale, c'est gratuit. Et mon fils, à 4 ans, il adore ça, il adore les livres. Donc on passe 2-3 heures ensemble à lire des livres. Et après, on en ramène 5 à la maison qui peut lire. Il adore ça et c'est gratuit, quoi. De toute façon, je pense sincèrement que c'est très compliqué de faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas eu des problèmes financiers comme j'ai eu moi, par exemple, que en fait, dépenser moins, ça ne le rendra pas moins heureux. Moi, j'essaie d'en parler à mes proches, ils me disent oui, puis ils gardent leur mode de vie, quoi. Ils changent pas. Je pense que tant qu'on n'a pas vraiment vécu une vraie difficulté, on change pas. C'est compliqué, en tout cas. Parce qu'on croit, enfin, on a cette croyance qui est complètement fausse que diminuer nos dépenses est égal à diminuer notre mode de vie, diminuer notre confort, diminuer notre bonheur. Mais moi, pour avoir vécu, non, clairement pas. Est-ce que tu as des références de livres ou de blog, à part le tien bien sûr. Donc le tien c'est S'enrichir avec Pierre-Élie. Alors oui, j'ai effectivement mon propre blog, donc je le citais comme référence, mais alors il est intéressant pour ceux qui veulent démarrer justement. En fait, mon blog c'est sur l'investissement, donc
Donc effectivement, je parle beaucoup d'investissement et je parle d'épargne sur mon blog parce que on peut pas, surtout quand on achète le premier bien, on peut pas arriver à voir la banque et dire j'ai pas du tout d'argent mais je voudrais acheter. Il faut quand même avoir un peu d'épargne. C'est recommandé. On peut faire ça, mais pour le premier c'est compliqué et donc c'est recommandé d'avoir l'épargne. Mais sinon, ce qui m'a aidé à changer mon état d'esprit, c'est un blogueur que je vais faire de la pub pour lui, même si c'est un concurrent maintenant, mais parce que vraiment, il m'a fait changer mon état d'esprit sur la façon de voir l'argent et puis sur l'investissement boursier, c'est lui qui m'a tout appris. Luc Brialy, ça s'appelle le blog, il s'appelle comme ça et son blog s'appelle avec son nom. Donc, oui, en fait, bon, déjà, il a un style vraiment épuré, quoi. Il n'y a pas de blabla pour du blabla. Les articles sont assez clair et concis, et puis il est vraiment dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire c'est pas souvent dans l'investissement, les blogs ou les chaînes YouTube qu'on trouve, c'est beaucoup il faut grossir toujours plus, gagner toujours plus d'argent, mais pour pouvoir dépenser aussi toujours plus, quoi. Il faut pas baisser nos dépenses, il faut augmenter nos revenus. C'est bien beau, mais enfin, si on veut aller vite, c'est bien de faire les deux à la fois. Et ce Luc Brialy, il a ce même état d'esprit, c'est que si on veut être efficace, il faut d'abord réduire ses dépenses. Mais pareil, sans se frustrer, quoi. Arrêter d'acheter des trucs qui servent à rien. Et cet argent qu'on n'achète pas, qu'on n'utilise pas, s'en servir pour investir, quoi. Et ensuite, j'ai lu quelques livres. Donc, il y a Le Père riche, Père pauvre, il est très connu. Mais moi, c'est L'homme le plus riche de Babylone qui m'a le plus impressionné. Je ne sais pas si tu connais. C'est un livre qui rend compte l'enrichissement, mais c'est un livre très ancien et c'est pour dire que en fait, aujourd'hui, les règles sont exactement les mêmes qu'il y a je sais pas combien de siècles, quoi. Et que c'est toujours pas appliqué aujourd'hui, quoi. C'est fou, parce que l'information, elle est connue, elle est dans les livres. Maintenant, il y a plein de blogueurs, il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de tout ça. Et c'est toujours pas appliqué. En fait, c'est appliqué par une minorité. Mais moi, il m'a bien aidé parce que c'est pareil, il est très clair. C'est 10 petites histoires, en fait, qui se regroupent en une, qui sont toutes un peu liées, mais voilà, sur des points précis. Alors, j'ai lu il y a longtemps, je ne me rappelle plus en détail, mais il y a toute la notion de se payer en premier, qu'on retrouve aussi dans Père riche, Père pauvre, le fait de, en fait, épargner dès qu'on reçoit le salaire et pas attendre la fin du mois, parce que sinon, il n'y a plus rien, quoi. Et de mettre minimum 10% de son salaire en épargne. Ça, alors moi je parle même de 15%, je suis un peu plus gourmand, mais je pense que 10% c'est le strict minimum. Personne ne devrait épargner moins que 10% de son salaire, quel que soit le salaire d'ailleurs. Et le fait que épargner c'est pas suffisant, qu'il faut investir cet argent. Toutes ces notions, elles y sont dans L'homme le plus riche de Babylone, donc c'est une lecture que je recommande. Tu disais que ça existe depuis longtemps, mais qu'il y a très peu de gens qui le font, mais à ton avis, pourquoi? En fait, il y a cette notion dont on a parlé tout à l'heure que pour pouvoir, enfin, L'homme le plus riche de Babylone, c'est vrai, dans ce livre-là, il est recommandé d'épargner minimum 10% de son salaire. Mais dans l'épargne, il y a ce côté privation qui est que pour beaucoup, il y a plein de gens qui n'épargnent pas du tout, quoi. Ou quand ils épargnent, c'est en prévision des vacances de l'été. Mais ils redépensent tout ce qu'ils ont épargné de suite, quoi. Et ils ont l'impression que s'ils vont épargner 10% de leur salaire, ils vont moins bien vivre, ce qui est complètement faux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font même pas cette toute première étape. C'est vraiment la base, c'est la première étape. On peut rien faire de plus si on n'a pas épargné, quoi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'achats. La plupart des achats sont faits uniquement par habitude, justement. C'est pour ça que les réduire, en fait, ça diminue pas le confort. C'est juste une habitude, mais on peut les changer, les habitudes. Mais ça demande un effort. Et beaucoup de gens sont quand même feignants. Moi, j'ai remarqué, dès qu'il s'agit de faire des efforts pour changer leur vie, enfin, c'est fou parce que ils se lèvent quand même tous les matins tôt pour aller travailler d'un métier qui leur plaît pas forcément, qui leur plaît ou pas, ça dépend des gens, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas satisfaits au travail quand même. Et donc ça demande quand même, selon moi, un plus gros effort, quoi. Mais ils le font, celui-là d'effort. Et par contre, l'effort de changer un petit peu leur état d'esprit ou un petit peu leurs habitudes, ils le font pas, quoi. J'ai du mal à comprendre. Ils font l'effort parce qu'il y a le côté société déjà, où ton métier c'est un peu ton identité dans notre société. Et puis tu fais l'effort, oui. Mais tu sais qu'à la fin du mois, tu as une sécurité. Je pense qu'il y a le côté insécurité de l'investissement qui fait peur. C'est des croyances limitantes à lever parce que pour moi, dépendre que d'un seul salaire, déjà, je suis pas certain que ça soit si sécuritaire que ça. Et puis, se lever, travailler toute la journée, 7, 8, 9 heures par jour pour gagner un salaire qu'on va de toute façon redépenser,
bon, est-ce que c'est c'est si sécuritaire que ça? Voilà, moi, d'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet sur un blog sur pourquoi le travail vous appauvrit. J'ai mis un titre un peu polémique volontairement, euh, sur lequel j'explique qu'en fait, l'investissement, pour moi, dans mon état d'esprit, c'est même plus sécuritaire que le travail, parce que quand on commence à en avoir plusieurs, ça ne nous empêche pas d'avoir un travail à côté, de toute façon, mais on a le travail, on a plusieurs investissements, on peut avoir de l'investissement immobilier, de l'investissement boursier. En fait, on augmente nos sources de revenus, ce qui fait que s'il y en a une qui venait à s'éteindre, ben on aurait les autres. Alors qu'un travail, il suffit qu'il y ait un licenciement économique et bon, on se retrouve au chômage. On a la chance d'avoir le chômage en France quand même, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Mais même le chômage, c'est une perte de revenus. Donc, dans tous les cas, dépendre que d'un seul salaire, c'est risqué. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et pour finir cette interview, j'aime bien demander quel conseil tu aurais aimé recevoir il y a 20 ans ou que tu aimerais donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, c'est une très très bonne question. D'ailleurs, il y a 20 ans, j'avais 17 ans. Et j'ai dit à ma mère, je crois que c'est vraiment il y a 20 ans en plus, ou 20-22, je lui ai dit, maman, tu sais, un jour je serai millionnaire. Je Ah savais pas ouais. pourquoi je voulais être millionnaire ni comment j'allais le faire. Je lui ai dit, je serai millionnaire. Et elle a rigolé hein, quand je lui ai dit ça. Elle m'a dit, mais non, millionnaire, c'est pas pour nous. Nous, on n'est pas millionnaire, mais c'est pas grave, on vit bien quand même. Et bon, je suis toujours pas millionnaire, mais je suis en passe de le devenir. C'est qu'une histoire d'année, c'est certain. Maintenant, je sais que ça sera le cas. Et je sais pourquoi je veux l'être en plus maintenant, donc c'est mieux. mais, euh, mais voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où l'argent, on n'en parlait pas beaucoup. On en gagnait par le travail, c'était normal, mais on n'investissait pas. Et donc, ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise à l'époque, c'est que déjà, oui, oui, mon fils, tu peux faire ça, c'est possible. Et puis que l'immobilier, c'est quand même le meilleur vecteur d'enrichissement, parce que j'ai découvert ça un peu par hasard à 30 ans. Mais j'aurais aimé savoir ça avant pour que dès que j'ai été ingénieur à 24 ans, j'achète de manière massive de l'immobilier, mais j'avais pas cette notion. J'aurais vraiment aimé. Vraiment, l'immobilier, en fait, ce que j'adore, euh, c'est loin d'être passif, quoi. Tout le monde, enfin, si on regarde les youtubeurs, c'est passif et on gagne de l'argent sans rien faire. C'est pas vrai. Même si moi, c'est quand même géré et automatisé, c'est délégué et automatisé, je gère pas grand chose moi-même, mais il y a toujours des trucs de dernière minute à gérer, quoi. Donc c'est pas passif. Mais la puissance de l'immobilier, c'est qu'on peut acheter l'intégralité de ses biens à crédit. Donc, on utilise de l'argent qui ne nous appartient pas, on fait travailler. Moi, j'ai quand même, au total, emprunté à environ 600 000 euros. J'en ai emprunté un peu plus, mais comme j'ai commencé à rembourser au fur et à mesure, je ne me suis jamais endetté à plus de 600 000 euros d'un coup. Mais c'est 600 000 euros que je fais travailler alors que je ne les ai pas. Ouais. Et C'est ça veut faire ça en bourse. la différence Bon, entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes, quoi. exactement. Ce qui est drôle d'ailleurs à propos de ça, c'est que j'ai transformé mon voiture en appartement. L'appartement vaut plus cher que la voiture, mais comme le crédit est plus long, pour la même mensualité, ben, j'avais une voiture qui perdait de la valeur et qui de toute façon ne me faisait pas plus que ma voiture de maintenant que j'ai acheté sans crédit. Et je l'ai transformé en un appart qui me paye 1500 euros par mois, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. C'est clair qu'il vaut mieux faire une dette pour un appartement que pour une voiture ou pour des vacances. Certains font s'endettent pour des cadeaux de Noël, j'ai vu. J'ai été choqué quand j'ai appris ça. Ne vous endettez pas pour les cadeaux de Noël. Achetez des appartements ou au pire des parkings, je sais pas, des loyers ou achetez de l'immobilier, quoi. Donc ton meilleur conseil, si je devais résumer, c'est investir le plus tôt possible, dès son premier salaire. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout le monde, selon moi, tout le monde devrait avoir de l'immobilier déjà. Et le faire le plus tôt possible parce que beaucoup se réveillent à 40 ans, 50 ans parce qu'on commence à se rendre compte qu'on n'aura pas grand-chose à la retraite. Je lis beaucoup de témoignages, je crois que c'est à 40 ans qu'on reçoit notre premier décompte de retraite. Il y en a beaucoup qui ont le déclic à 40 ans du coup quand ils reçoivent ce papier. Et je pense que c'est trop tard. Enfin, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. Vaut mieux à 40 ans que pas du tout. Mais c'est clair qu'il vaut mieux le faire à 20 ou 25 ans, quoi. Ouais. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé ton expérience. Je pense que ça va en inspirer beaucoup. Ça m'a inspiré moi déjà. Dès ce soir, je vais Oui, faire les comptes là. trop bien.